Ici, vous avez trois documents qui vous présentent tout d'abord la classification obtenue avec le logiciel Phylogène de 6 espèces du groupe des vertébrés, dont l'espèce humaine. Ensuite, vous avez un deuxième document qui vous montre le pourcentage de différence entre des portions d'ADN comparables chez 3 espèces de grands singes, l'Homo sapiens, le chimpanzé et le gorille. Le dernier document vous présente un tarsier qui est le plus petit des primates. Tout d'abord, vous deviez compléter l'arbre de parenté avec les 6 espèces étudiées et replacer les innovations évolutives. Vous avez ici les innovations que vous devez placer et les animaux ici. Quand on regarde le document numéro 1, avec le chat et les innovations évolutives qui sont les poils. C'est une caractéristique des mammifères. Ensuite, dans la deuxième boîte, nous avons les primates avec le pouce opposable et les ongles. Et l'espèce, c'est le tarsier. L'ongle permet de protéger les extrémités et le pouce opposable permet d'avoir la fonction de pince. On continue avec les cathariniens. Leur caractéristique, c'est d'avoir les orbites fermées au niveau des yeux et des narines rapprochées. L'espèce, c'est le macaque. Dernière boîte, les grands singes avec l'innovation évolutive, le coccyx. Le coccyx permet en fait de faire disparaître la queue qui est remplacée par des vertèbres vestigiales que l'on appelle le coccyx. Maintenant, placer le chimpanzé et l'Homo sapiens, on va s'appuyer sur le document numéro 2 où on voit que l'Homo sapiens est plus proche du chimpanzé que du gorille. Je place donc l'homme ici et le chimpanzé en tenant compte des différences génétiques qui sont de 1,45% entre l'homme et le chimpanzé, alors que le gorille, on est à 1,51%. Justifier la place de l'espèce humaine dans l'arbre de parenté. Pour répondre à cette question, je vais reprendre les informations du document 1 et du document 2, ainsi que de la première activité. L'homme partage des caractères avec les primates. De plus, la forme de la face et la présence du coccyx sont partagées avec le gorille et le chimpanzé. L'étude de portions d'ADN nous confirme ces liens de parenté avec des différences très faibles. Ensuite, vous avez une activité sur cuisinière. Donc cette activité permettait de travailler sur l'origine de la disparition de l'homme d'un Néandertal, c'est-à-dire que en fonction des recherches qui sont faites, on a différentes hypothèses qui sont proposées sur cette disparition. Aujourd'hui, nous n'avons pas une certitude encore sur l'origine de cette disparition. Le premier document est un texte qui explique les recherches qui ont été faites par les chercheurs du CNRS et l'hypothèse qui a été proposée. Le document numéro 2 présente des matrices des différences entre les fragments d'ADN entre 4 espèces d'hominoïdes. L'homme de Néandertal, l'homme de Cro-Magnon, l'homme européen actuel et le chimpanzé. Plus le chiffre va être élevé, plus l'espèce est éloignée. Le document numéro 3 propose 2 arbres phylogénétiques qui représentent en fait les liens qu'il pourrait y avoir entre ces différents hominoïdes. La première question, c'est d'expliquer quelle est l'hypothèse proposée par les chercheurs expliquant la disparition de l'homme de Néandertal. Quand on lit le texte, on s'aperçoit que l'arrivée de l'homme moderne, l'Homo sapiens, a provoqué une diminution
de la nourriture et de l'accès à la nourriture de l'homme d'un Néandertal. Il suppose donc que ce manque de nourriture a eu une influence sur les grossesses des femmes néandertales, en particulier celles de moins de 20 ans. Cette diminution de la fertilité a pu engendrer la disparition de l'homme de Néandertal sur plusieurs générations. Dans votre réponse, vous devez citer le document numéro 1 et faire le lien entre la nourriture, la baisse de fertilité et la disparition de l'homme de Néandertal. Le texte nous explique que l'arrivée d'Homo sapiens a réduit l'accès à la nourriture de Néandertal. Ce manque de nourriture a provoqué une diminution de la fertilité des femmes néandertaliennes. Deuxième question. À partir de l'exploitation des documents 2 et 3, indiquez et justifiez quel est l'arbre phylogénétique correct dans le document 3. Quand on regarde le document numéro 2 et que l'on compare les matrices de l'homme de Néandertal, de Cro-Magnon et de l'homme européen, on s'aperçoit que les différences sont beaucoup plus élevées entre Néandertal et l'homme européen que entre l'homme de Cro-Magnon et l'homme européen. On peut donc penser que l'homme de Cro-Magnon et l'homme européen sont très proches génétiquement, c'est-à-dire qu'ils partagent un ancêtre commun. Cet ancêtre commun, on le retrouve dans l'arbre A, c'est-à-dire qu'ici, on s'aperçoit qu'au niveau du nœud, on a un ancêtre commun entre l'homme européen actuel et l'homme de Cro-Magnon. Si nous prenons l'arbre B, l'ancêtre commun serait entre l'homme européen actuel et l'homme de Néandertal, ce que le document 2 ne nous présente pas. Le document 2 nous présente la matrice des différences entre différents fragments d'ADN retrouvés. Plus le chiffre est élevé, plus les espèces sont éloignées. On remarque que la différence entre Néandertal et l'Homo sapiens est plus élevée que celle entre Cro-Magnon et l'Homo sapiens. On peut donc retrouver sur l'arbre phylogénétique cette proximité. Elle est présente sur l'arbre A, où Cro-Magnon et l'Homo sapiens partagent un ancêtre commun. Ensuite, documents 4 et 5, vous aviez tout d'abord les besoins énergétiques quotidiens en kilojoules chez les hommes et chez les femmes en fonction de l'âge, de l'état et de leur activité. Le document 5 présente le schéma des échanges au niveau du placenta, entre la mère et l'enfant. Il vous est demandé dans la question 3, à partir des informations des documents 4 et 5, expliquer pourquoi la diminution de nourriture peut avoir une influence sur le développement du fœtus. Tout d'abord, il faut, dans le document 4, relever les besoins énergétiques d'une femme qui est enceinte. On s'aperçoit qu'on est entre 8300 et 9000 kJ par jour. Quand on compare ces valeurs par rapport aux hommes et aux femmes, on s'aperçoit que c'est une valeur qui est élevée. C'est-à-dire que si on prend un homme avec une activité faible, il est en dessous. Et il faut aller chez une femme avec une activité intense pour dépasser ces chiffres. Une femme enceinte a donc besoin de beaucoup d'énergie au cours de la journée. Ces valeurs sont expliquées par les échanges qu'elle va avoir avec le fœtus. En effet, le document 5 nous montre que la maman transmet via le placenta des nutriments et du dioxygène. Ensuite, le placenta va récupérer les déchets du fœtus et le dioxyde de carbone. Il peut aussi avoir des échanges de microbes, de nicotine, d'alcool et de drogue. Cependant, dans ce cas-là, à l'époque de Cro-Magnon, il n'y avait pas ces trois substances. Le document 4 nous présente les besoins énergétiques des femmes et des hommes en fonction de leur situation. On remarque qu'une femme enceinte a besoin de plus d'apport d'énergie que la normale. Systématiquement, je reprends le document et j'extrais les informations qui m'intéressent. Elle va donc devoir manger plus.
En effet, le document 5 nous montre que la mère a des échanges au niveau du placenta avec le fœtus. Ces échanges lui permettent de se développer. Si la nourriture diminue, les apports sont plus faibles et le fœtus sera en souffrance. Ce manque peut conduire à l'arrêt de la grossesse. Ensuite, vous aviez une activité sur la notion fausse de l'évolution humaine que l'on retrouve régulièrement sur Internet et dans les documents. Vous avez ici, dans le document 1, des schémas qui vous présentent le singe qui lentement se transforme en homme. Cette interprétation est considérée comme fausse scientifiquement. Le deuxième document vous présente de nouveau une comparaison des pourcentages de différence de l'ADN entre l'homme, le chimpanzé, le gorille et l'orang-outan. On retrouve dans le document 3 un arbre d'évolution des hominoïdes actuels. Il vous est demandé, à partir de l'exploitation des 3 documents, d'expliquer pourquoi la vision du document 1 est évolutivement fausse. Une activité comme celle-ci, où vous avez plusieurs documents à traiter, vous devez tout d'abord extraire les informations de chaque document. Dans le document 1, il nous montre que l'homme descend du singe. C'est le point de départ. Est-ce que cette information est vraie ? Si on regarde le document numéro 2 et que l'on compare l'ADN des espèces de primates, on s'aperçoit qu'ils sont tous très proches génétiquement. Surtout l'homme et le chimpanzé qui ont une différence génétique de 1,45%. Cette valeur est extrêmement faible. Si nous descendions du singe, nous aurions des valeurs beaucoup plus éloignées. Elles seraient également plus proches entre le gorille et le chimpanzé, par exemple. C'est-à-dire que si le chimpanzé était plus proche des gorilles, on aurait par exemple ici une valeur plus faible, alors que nous sommes à 1,57%. C'est-à-dire que le chimpanzé est plus proche génétiquement de l'homme que du gorille. On retrouve cette proximité dans l'arbre phylogénétique. Ici, on s'aperçoit que l'homme partage un ancêtre commun avec les chimpanzés, les bonobos. Les chimpanzés, les bonobos et l'homme évoluent chacun de leur côté. Dernière information, c'est que si nous descendions du singe, le singe serait une espèce disparue. Le singe ne serait pas présent aujourd'hui. Si je descends dans ma famille de mon arrière-arrière-grand-père, il n'est pas possible que je puisse être aujourd'hui vivant et mon arrière-arrière-grand-père vivant aussi. Cette interprétation est donc fausse. Je vous ai mis ici une autre vision possible de l'arbre phylogénétique, où cette fois l'homme, je ne le mets pas à l'extrémité de l'arbre, je le mets ici. Scientifiquement, cet arbre n'est pas faux, et surtout il permet de replacer l'homme complètement dans la classification et de ne pas penser, avec cette construction, que l'homme est sur la dernière ligne et représente l'individu le plus évolué de tous les hominoïdes. Une réponse possible, le document 1 nous présente l'homme comme le descendant du singe. Il sous-entend que le singe serait donc moins évolué que nous. L'étude des segments de chromosomes, donc d'ADN, nous permet de proposer une situation différente. En effet, le document indique que la distance génétique entre l'homme et le chimpanzé est faible, 1,45%. Cette faible valeur indique que nous partageons un ancêtre commun. Si nous descendions du singe, les valeurs seraient plus élevées et surtout, le singe n'existerait pas actuellement et serait présent qu'à l'état de fossile. Cette vision est présente également dans le document 3 où l'arbre phylogénétique nous positionne sur les mêmes nœuds que le chimpanzé et les bonobos.
L'image du document 1 est donc fausse. Nous ne descendons pas du singe, mais nous partageons un ancêtre commun. La classification permet de raconter qui partage quoi avec qui. Les espèces actuelles ont des caractères communs qu'elles ont hérités d'un ancêtre commun. Dans la première activité, on a pu voir que les espèces fossiles partagent aussi des caractères communs avec les espèces actuelles. Elles ont donc des liens de parenté. Une innovation évolutive est un caractère apparu chez une espèce et transmise à toute sa descendance. L'évolution est l'ensemble des changements de caractère subis par les espèces au cours du temps. Maintenant, si nous intéressons à l'homme, comment l'homme a-t-il évolué? La première chose, on replace l'homme parmi les autres espèces. L'Homo sapiens est une espèce de primate appartenant à la famille des hominidés. Il est le seul représentant actuel du genre Homo. Les autres espèces ont disparu. Le groupe des humains est caractérisé par une bipédie permanente et son plus proche parent est le chimpanzé. Activité 3. L'homme descend-il du singe? L'apport de la génétique nous donne une vision moins anthropocentrique. L'homme au centre du monde. Nous ne descendons pas du singe, mais partageons de nombreux caractères. La découverte des fossiles nous permet au fur et à mesure d'imaginer notre passé. Cependant, la fossilisation reste un processus rare. Nous ne connaissons que peu de choses encore. Ici, ce document présente une vision actuelle de l'évolution de la lignée humaine. Elle est volontairement simplifiée et on va garder juste les idées essentielles. Tout d'abord, la notion d'ancêtre commun. Cet ancêtre serait d'environ 5 à 6 millions d'années. C'est-à-dire que l'homme, la lignée humaine, s'est séparé de la lignée des chimpanzés il y a environ 5 à 6 millions d'années. Ensuite, le premier individu de la lignée humaine, c'est l'Australopithèque. L'Australopithèque, qui veut dire l'homme d'Afrique australe. En fait, on pense pour l'instant que notre lignée est apparue en Afrique. Ensuite, on a des branches parallèles dans la lignée humaine avec, si on veut garder l'essentiel, l'homme habile avec Homo habilis. C'est lui qui va commencer à avoir des outils, à produire des outils. Ensuite, Homo erectus, l'homme dressé, qui va marcher sur de grandes distances et coloniser au fur et à mesure le monde. Et enfin, parallèlement, l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens, qui reste le seul individu de cette lignée encore vivant. Maintenant, on va s'intéresser à la modification de la biodiversité au cours des temps. Et on va travailler sur l'évolution des espèces. L'étude des fossiles présents dans les roches sédimentaires révèle que divers groupes d'êtres vivants se sont succédés et renouvelés au cours de l'histoire de la Terre. C'est l'évolution. De même, à l'intérieur d'un groupe, les espèces se renouvellent progressivement. Depuis plus de 3 milliards d'années, des groupes d'organismes vivants sont apparus, se sont diversifiés, ont régressé et ont pu disparaître. Ce document représente le nombre de familles marines présentes dans les couches géologiques, donc c'est-à-dire à l'état de fossile, au cours des 600 derniers millions d'années. On s'aperçoit que régulièrement, on a une augmentation de la diversité des espèces. Mais on a aussi, à certains moments, ce que l'on appelle des crises. C'est-à-dire qu'on a une chute extrêmement brutale du nombre d'individus dans de nombreuses familles différentes. Après cette crise, on a de nouveau une augmentation de la biodiversité et ensuite, on a des creux que l'on retrouve assez régulièrement. C'est ce qu'on appelle des crises biologiques.
Ce que vous avez à faire, c'est retrouver l'origine des crises biologiques entre l'Ordovicien et le Trias, le Dévonien et le Carbonifère, Permien-Trias, Trias-Jurassique, et celle que vous connaissez en général, celle du Crétacé paléogène.